Je voudrais, au nom de son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du budget du portefeuille de l'État, vous souhaiter la bienvenue au rendez-vous du gouvernement organisé par le Centre d'information et de communication gouvernementale. La rencontre de ce matin, animée par Mme Niale Kaba, ministre du Plan du Développement, porte sur le thème « Politique de développement pour le bien-être des populations, acquis, défis et perspectives ». La campagne d'information et de communication initiée par le gouvernement depuis le début de l'année, notamment sur le programme social du gouvernement 2019-2020, est donc tout indiqué pour parler d'une thématique capitale, le plan et le développement. Capital parce qu'il s'agit de concevoir, de programmer et de mettre en œuvre les actions et politiques de la vaste ambition de tout gouvernement, à savoir le développement. Madame la ministre, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Les journalistes sont venus nombreux pour cette rencontre. Je vous souhaite donc à vous et à eux de fructueux échanges. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce matin à l'occasion des rendez-vous du gouvernement, conférence de presse organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Dès l'accession de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République à la magistrature suprême en 2011, et sous son impulsion, la Côte d'Ivoire a renoué avec sa tradition de planification avec pour objectif l'émergence du pays dans un horizon proche. Ainsi, le ministère du Plan et du Développement s'est organisé autour des fonctions principales suivantes: l'analyse prospective pour projeter la Côte d'Ivoire dans une trajectoire de long terme, 30 ans et plus, la planification du développement qui permet de traduire la vision prospective en programme sur des horizons relativement courts, 5 ans. Il faut indiquer que ces plans quinquennaux se déclinent en programmes annuels que les ministères sectoriels mettent en œuvre. Et ensuite, il y a le suivi-évaluation qui permet de rendre compte annuellement de la mise en œuvre de l'action gouvernementale, de mesurer les progrès accomplis, les défis à relever et de proposer des mesures correctrices. En ce qui concerne donc le suivi-évaluation, la fonction statistique est d'une importance capitale. Notre présentation s'articulera autour de 4 points: la stratégie de développement, le dispositif de suivi-évaluation, les acquis de la mise en œuvre des politiques de développement et enfin les défis et perspectives. La stratégie de développement poursuivie par la Côte d'Ivoire découle de la vision portée par l'étude prospective Côte d'Ivoire 2040. Et je cite: Côte d'Ivoire, puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Cette stratégie fait suite aux 4 études prospectives que notre pays a connues: Côte d'Ivoire 2000, Côte d'Ivoire 2010, Côte d'Ivoire 2015 et Côte d'Ivoire 2040. Ces études prospectives constituent en réalité le fondement des différents plans de développement et notamment donc dans le cadre de la Côte d'Ivoire 2040, le fondement des PND 2012-2015 et le PND 2016-2020. Le premier PND avait pour objectif de jeter les bases de l'émergence à travers la consolidation de la paix retrouvée, le rétablissement de la cohésion sociale effritée et le renforcement de la réconciliation nationale. Également, le rétablissement de l'état de droit et de la sécurité des personnes et des biens, la promotion de la bonne gouvernance et la relance de l'économie, la restauration des services sociaux de base, la restauration de l'image et du positionnement international de la Côte d'Ivoire. Ce PND a été élaboré au sortir de la crise sociopolitique que notre pays a connue. Il visait la stabilisation puis la relance de l'activité socio-économique dans un environnement de paix retrouvée. Le second plan
2016-2020 a été élaboré après 4 années de croissance continue qui ont permis à notre pays de retrouver la crédibilité internationale et de révéler tout son potentiel économique. Il fixe à la Côte d'Ivoire des ambitions plus élevées en matière économique et sociale, avec une transformation structurelle de l'économie et une création plus accrue de richesses partagées. Il avait pour objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et s'articule autour de 5 axes stratégiques. Le renforcement de la qualité des institutions et la bonne gouvernance, l'accélération du développement du capital humain et du bien-être social, l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, le développement des infrastructures harmonieusement réparties sur le territoire national et la préservation de l'environnement, le renforcement de l'intégration régionale et de la coopération internationale. Les coûts de ces 2 PND sont connus, 11 000 milliards pour le premier et 30 000 milliards pour le second. Il faut dire que ces plans, en réalité, lorsqu'ils sont conçus pour être financés à la fois par le secteur privé et par l'État. La part du secteur public, donc dans le premier PND, 41% de financement et dans le second, 38%, soit 11 284 milliards sur les 30 000 milliards du PND 2016-2020. La mise en œuvre de ces plans a permis à notre pays de connaître une croissance économique soutenue. Le taux moyen sur la période 2012-2018 est de 8,4%. Et en vue d'accroître l'inclusivité de cette croissance et de répondre à la demande sociale, le gouvernement a adopté en 2019 le programme social du gouvernement, le PSGouv 2019-2020, qui vise à impacter de manière significative le quotidien des Ivoiriens, notamment les plus vulnérables, à travers un accès aux services sociaux de base et une réduction du coût de la vie. En ce qui concerne donc les différents PND, nous avons un dispositif d'élaboration et de mise en œuvre de tous ces plans qui présente 2 caractéristiques essentielles. Il est d'abord multi-acteur. Il y a le gouvernement, donc tous les ministères techniques. Il y a les partenaires techniques et financiers. Il y a les organisations de la société civile et ensuite ils font l'objet d'adoption. Il y a les parlementaires auxquels ces plans sont soumis. Il est multisectoriel, c'est-à-dire qu'il couvre tous les secteurs d'activité économique. Chaque département ministériel dispose d'un point focal qui participe au processus de planification avec nous, qui participe également au processus de suivi et de mise en œuvre de ces plans de développement. Nous avons une mission transversale, une mission de coordination avec l'ensemble de tous les acteurs qui s'opérationnalise à travers ce que nous appelons la chaîne des 3 BSE, prospective, planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation. Une dimension importante de la planification, c'est ce qu'on appelle la planification spatiale, qui est l'aménagement du territoire, qui concourt à l'unité de la nation, la solidarité entre les concitoyens et l'intégration des populations. Cette planification spatiale concourt à une couverture des besoins essentiels, notamment en matière de sécurité alimentaire, de santé, d'éducation, d'accès à l'eau potable et au logement sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement a développé ce qu'on appelle un programme de pôle économique compétitif et ce programme a été élaboré sur la base des études monographiques et économiques des 14 ex-districts de la Côte d'Ivoire et il vise à renforcer la compétitivité et l'attractivité des territoires infranationaux.
Et ensuite, il y a le dispositif de suivi et évaluation de ces plans. Il comprend également l'ensemble des acteurs, tous les ministères, les partenaires au développement, le secteur privé, la société civile. Il rend compte à ce que nous appelons le comité de pilotage qui est présidé par M. le Premier ministre dans l'optique de recueillir ces orientations pour une mise en œuvre efficace du PND. Il faut dire que le rapport de mise en œuvre du PND fait l'objet d'un dialogue entre le Premier ministre et les partenaires au développement une fois par an, donc pour recueillir à la fois les observations et les orientations qui vont concourir également donc à la programmation des années ultérieures. Le dispositif de suivi, il est inclusif, il est participatif, il devrait s'améliorer avec donc l'opérationnalisation du programme d'appui au pilotage stratégique du développement et à la réalisation des ODD. Dans le dispositif de suivi-évaluation, j'ai parlé de l'appareil statistique. Il est important. Il produit les données nécessaires à la planification, au suivi-évaluation des actions de développement. Nous avons l'INS, qui est le service compétent donc pour la production des statistiques officielles de l'État, notamment les comptes nationaux, le taux de pauvreté, mais également bien d'autres indicateurs qui peuvent être issus de l'ensemble de nos comptes nationaux. L'INS est en pleine restructuration en vue d'améliorer la production et la diffusion de l'information statistique. Dans ce cadre, une stratégie de développement de la statistique a été adoptée en 2015. Il s'opérationnalise progressivement et surtout, l'État finance un certain nombre de grandes opérations qui devraient améliorer la qualité de l'information statistique. Et en premier lieu, nous avons le recensement de la population 2019. C'est une opération qui vise à améliorer la connaissance des caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population. C'est une opération qui nous permet également de connaître les dynamiques de la population en vue d'une meilleure prise en compte des questions de population et de bien-être aussi dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement économique et social. Il y a le recensement économique des entreprises industrielles qui a été lancé le mois dernier. Ce recensement permettra de disposer d'indicateurs de suivi de l'activité industrielle de notre pays d'une part et d'autre part des différents changements qui s'opèrent dans le secteur industriel. Je voudrais en profiter pour lancer à nouveau un appel à l'ensemble des industriels pour réserver un meilleur accueil, un très très bon accueil à nos enquêteurs. Je voudrais profiter de cette tribune pour dire que ça nous permet de mettre à niveau les statistiques, de mieux connaître l'appareil productif et donc de mieux projeter les évolutions donc, de l'économie. Il y a l'enquête harmonisée des conditions de vie des ménages. Elle se déroule dans le cadre de l'harmonisation des indicateurs sur les conditions de vie des ménages dans la zone UEMOA. Elle va permettre des comparaisons avec la sous-région et elle pourra donner bien d'autres informations sur les conditions de vie des ménages. Ensuite, il y a des améliorations en cours sur la production des indicateurs économiques. Nous produisions les comptes nationaux donc, sur une base très ancienne. L'économie ivoirienne a beaucoup progressé et donc nous changeons d'année de base pour que les comptes nationaux reflètent donc, la réalité de la structure économique. Nous en profitons également pour changer de système de comptabilité nationale parce que nous travaillons avec le système de Comptanat, qui est un système des Nations Unies de 1993. Nous allons maintenant à 2008. Je pense que c'est les bonnes années. Alors, ça va avoir un impact assez important. Et vous allez voir que lorsque ces informations vont être disponibles à la fin de l'année, cette année, le DG de l'INS a dit juin 2019. Moi, je dis avant la fin de l'année 2019, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire va augmenter.
il y a tout un pan, lorsque la base de calcul donc, des comptes nationaux n'est pas à jour, il y a tout un pan de l'activité économique donc, qui n'est pas correctement mesuré. C'est ces choses que nous allons mettre à jour et ça va donner donc, le poids réel donc, de notre économie, surtout par rapport à ceux de la sous-région qui ont déjà fait cet exercice. Donc nous avons tout un appareil, un dispositif de suivi-évaluation qui est en pleine amélioration et qui permet de rendre compte de l'activité du gouvernement, des progrès que notre pays fait. Et donc ces améliorations continuent et nous voudrions compter sur les Ivoiriens pour nous accompagner dans cette amélioration. Je voudrais maintenant parler des acquis de la mise en œuvre des politiques de développement. En premier lieu, le renforcement de la qualité de la gouvernance et des institutions. C'est un préalable à tout développement. C'est à juste titre que cette dimension est le premier axe stratégique du plan national 2016-2020. Les performances économiques que nous avons indiquées pour la Côte d'Ivoire ont été obtenues surtout grâce à la stabilité politique, au renforcement de la position de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international et à la consolidation de nos acquis en matière de bonne gouvernance. La mesure de la gouvernance, il y a des indicateurs qui sont communs à tous les pays. Il y a l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance. En 2017, il a été indiqué que notre pays a enregistré la plus forte progression sur cet indice au cours des 5 dernières années, donc entre 2012 et 2017. En outre, la dernière évaluation de la politique et des institutions nationales, CPIA de la Banque mondiale, a attribué une note en progression à notre pays entre 2014 et 2017. C'est des indices qui évoluent très bien et qui traduisent les progrès qui ont été réalisés dans les domaines à la fois institutionnels et de la gestion économique. En matière d'acquis, je voudrais également relever la dynamique économique soutenue et la transformation structurelle de l'économie. On a noté la forte croissance économique, un taux moyen de 8,4%, une inflation maîtrisée malgré les chocs exogènes et endogènes, un niveau d'endettement modéré, taux de 48% du produit intérieur brut en ce qui concerne la dette en 2018, bien sûr largement en dessous de la norme communautaire qui est de 70%. Au titre des investissements, on note également une forte progression, une forte croissance donc, du taux d'investissement à la fois public et privé. On note surtout que l'investissement privé croît beaucoup plus vite que l'investissement public, qui montre à la fois l'attractivité de l'économie et qui montre aussi que notre pays a un potentiel qui continue de se valoriser et de s'accroître. On peut noter l'amorce de la transformation structurelle de l'économie à travers l'évolution des contributions respectives, les poids respectifs des différents secteurs dans le produit intérieur brut. Avec un secteur primaire dont le poids relatif diminue, le secteur secondaire, donc le secteur industriel, il faut dire que le secteur primaire, c'est tout ce qui est agriculture vivrière, agriculture d'exportation, pisciculture, élevage, etc. Et donc, le poids de ce secteur, qui est bien sûr un secteur très important, mais son poids relatif diminue au profit du secteur secondaire, dont le poids dans l'économie s'affirme. Nous avons le secteur tertiaire qui est en légère augmentation en poids relatif dans l'économie. Également, en termes de transformation structurelle, il faut noter que le FMI a pu affirmer que la Côte d'Ivoire présente toutes les caractéristiques d'une économie pré-émergente. L'économie se transforme structurellement et certainement, elle s'achemine vers ce qu'on appelle l'émergence économique. Alors,
toute cette transformation est portée par de grands projets structurants que l'État met en œuvre. Les barrages, la baie de Cocody, le pont de Jacquesville, les aéroports, dans les secteurs sociaux, des investissements importants, dans les secteurs de la santé, le secteur de l'électricité, c'est extrêmement important. Nous avons aussi des infrastructures qui sont en cours de construction, les stades, etc. Donc, c'est autant de projets qui viennent alimenter la dynamique économique. Au titre des acquis, je voudrais parler également de l'inclusivité de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Cette inclusivité de la croissance, on la capte à travers ce que nous appelons la disponibilité des infrastructures, l'accès des populations aux infrastructures sociales. Nous le savons, chaque année, le pays a consacré une part importante de son budget aux dépenses pro-pauvres. Cette part a augmenté progressivement depuis 2012 pour représenter aujourd'hui un peu plus du tiers du budget de l'État. Et c'est ces dépenses qui permettent de répondre à la demande sociale en construisant les écoles, les centres de santé, en permettant aussi d'accéder à des zones qui sont des zones reculées, faire des pistes, donner de l'assainissement et de l'eau potable sur l'ensemble du territoire national. Et aujourd'hui, on peut dire que la disponibilité des infrastructures sociales est une réalité en Côte d'Ivoire. En matière donc d'inclusivité, il y a d'importantes mesures spécifiques mises en œuvre par le gouvernement, la couverture maladie universelle, les transferts monétaires qu'on appelle les filets socioproductifs, la révalorisation du SMIC, le mode de fixation des prix aux producteurs. Il y a aussi la baisse du tarif social de l'électricité, qui sont des mesures récentes. Le niveau de vie générale de la population s'est amélioré. On note une progression qui traduit une amélioration de l'état de santé des populations, de l'accès à l'éducation et à des conditions de vie des ménages meilleures. Au-delà de l'accès, il y a une réduction de la pauvreté et des inégalités. On peut affirmer que les inégalités se sont réduites puisque ces inégalités également sont mesurées par des indicateurs qui s'améliorent. Au titre des acquis, je voudrais également noter le mécanisme de mobilisation des ressources, qui est un mécanisme performant. Et la contribution du ministère du Plan et du Développement à la mobilisation des ressources passe par l'animation du dialogue avec les partenaires au développement autour de la vision et surtout autour des stratégies de développement transcrites dans les plans de développement. La tenue des groupes consultatifs autour du PND 2012-2015 et autour du PND 2016-2020 a pu vous montrer comment le ministère présente les programmes, leur pertinence aux partenaires au développement et également mobilise les ressources pour financer ce développement. Maintenant, les défis et perspectives. Le premier défi, maintenir la croissance forte et soutenue pour conforter la transformation structurelle et assurer la marche vers l'émergence. Cela passe bien sûr par un environnement de paix, de sécurité et de cohésion sociale, par la mobilisation des ressources pour financer le développement et notamment la mobilisation des ressources intérieures, ainsi que par l'accroissement du taux d'épargne intérieure. Il y a le second défi que nous avons pu relever, c'est renforcer la capacité de notre économie à générer des emplois pour notre forte jeunesse. Également, poursuivre le renforcement de l'appareil statistique national pour produire des données, pour le suivi des agendas, mais surtout pour une meilleure planification de notre développement. Plus les informations qui permettent de produire les plans sont précises, plus les mesures contenues dans les plans sont ciblées, plus l'atteinte des résultats est facile. Et ensuite, il y a la question démographique. C'est une question importante. La quête du dividende démographique, modifier les comportements, donner aux populations l'accompagnement justement pour cette modification des comportements et surtout
faire en sorte que toutes les familles, tous les ménages se donnent les moyens d'avoir le nombre d'enfants dont ils ont la capacité d'éduquer et de prendre en charge. Dans les perspectives, nous avons le PS Gouv. Bien sûr, c'est une réalité plus qu'une perspective. Il se met en œuvre progressivement. Nous avons la préparation du prochain plan, le PND 2021-2025, un plan qui est important, je l'ai dit. Plus nous sommes renseignés, plus notre appareil statistique est fort, plus ce plan est adapté à répondre aux perspectives, donc aux besoins de la population. Pour conclure, je voudrais vous assurer que la Côte d'Ivoire progresse. Elle progresse bien. Elle se donne les moyens de progresser avec tous. Assurer l'inclusivité de la croissance, partager au mieux les fruits de la croissance et surtout, mobiliser les ressources qui sont nécessaires donc au financement de cette croissance. Les défis, on l'a dit, sont importants. Les conditions, il faut que nous puissions tous ensemble donc accompagner les programmes que le gouvernement met en œuvre en y prenant chacun à son niveau la part qui lui revient. Je vous remercie. J'ai deux questions. La première relative à un mot qui était beaucoup utilisé par le gouvernement au départ de la gouvernance du président Ouattara, mais qui depuis quelques mois disparaît du vocabulaire des membres du gouvernement, c'est le mot émergence. Je vous ai entendu le prononcer 2 ou 3 fois, mais seulement que vous n'avez pas ajouté l'échéance, parce qu'avant, quand on parlait d'émergence, on disait émergence 2020. C'est-à-dire que vous avez de nouvelles échéances pour cette émergence, ou l'échéance de 2020 est toujours d'actualité. La deuxième question est une question beaucoup plus générale sur la planification du développement. Vous avez parlé de cohésion sociale et de renforcement de la réconciliation nationale en début de propos. Aujourd'hui, avec les événements de Béoumi et tout ce qui se passe, je voudrais vous poser la question de savoir est-ce que dans vos prospectives de développement et tout ça, vous prenez en compte ces réalités-là? Et si oui, est-ce qu'on ne doit pas dire que c'est un échec sur cet aspect-là en termes de prospective? Ma question est relative au RGPH 2019. Nous sommes à quelques mois de la fin de l'année. On se demande quand est-ce que le RGPH va officiellement démarrer. Avec les échecs que nous avons connus à la précédente édition, surtout que nous sommes à 17 mois des échéances électorales, est-ce qu'il n'y aura pas de confusion pour créer encore d'autres boycotts? Je pense que l'émergence est toujours quelque chose de présent dans les vocabulaires des membres du gouvernement. Moi-même, tout à l'heure, lors de mon intervention, je crois que j'ai beaucoup parlé d'émergence parce que c'est l'objectif du gouvernement, c'est faire en sorte que le pays atteigne justement le groupe des pays dits émergents. C'est quoi un pays émergent? C'est un pays qui présente un certain nombre de caractéristiques, un taux de croissance élevé de façon continue, ça génère de la richesse, et cette richesse-là, donc, va accompagner la transformation de la structure de l'économie. J'ai tout à l'heure indiqué que notre économie se transforme. Elle se transforme bien. J'ai parlé de la part relative du secteur industriel. Nous avons un secteur industriel qui est assez dynamique, qui est en forte croissance. J'ai noté qu'en 2012 et 2015, il y a une progression, par exemple, de l'agro-industrie de près de 15%. À partir de 2016, une croissance donc de l'agro-industrie de près de 16%. J'ai indiqué également donc un certain nombre de services, notamment les services financiers commencent à se densifier. Nous assistons en Côte d'Ivoire à l'émergence d'une classe moyenne qui vient donc entretenir cette dynamique économique. Les indicateurs sociaux également sont en amélioration. C'est une dynamique qui se partage avec l'ensemble de la population et
on peut dire que la Côte d'Ivoire commence à présenter les caractéristiques d'une économie émergente. C'est d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, ce dont convient avec nous les partenaires au développement. L'horizon 2020, c'est un objectif de performance qui est fixé au gouvernement, mais surtout, c'est une orientation pour dire voilà où nous souhaitons aller. Nous avons fait de grands progrès vers cet horizon et l'État continue donc de mettre en œuvre son programme économique pour que cette émergence soit une réalité dans des horizons assez proches. Alors, la question de la cohésion sociale, c'est vrai que lorsque nous regardons des événements comme ceux de Béoumi, la cohésion sociale, qui est un élément qui est l'une des conditions de l'émergence qui a été indiquée dans les documents de prospective, notamment Côte d'Ivoire 2040, met beaucoup d'accent sur l'importance à la fois de maintenir un climat de paix et un climat de cohésion sociale. Il faut indiquer que donc cette cohésion sociale-là, il est de la responsabilité de tous de la maintenir. Le climat de paix, il est de la responsabilité de tous de le maintenir pour faire en sorte que le pays puisse continuer sa marche vers l'émergence. C'est une condition, mais les animateurs de la vie sociopolitique sont tous acteurs ou doivent tous concourir à maintenir ce climat de paix. Le gouvernement, pour sa part, prend des mesures. Le gouvernement, pour sa part, prend les actions qui sont donc nécessaires pour faire en sorte que cette cohésion sociale-là soit menée. Mais il faudrait que le langage des uns et des autres, de tout le monde, concourt à maintenir cette cohésion sociale parce que c'est au profit de toutes les populations. Il a déjà démarré le RGPH 2019. Il faut dire qu'il se fait en différentes phases. D'abord, il se prépare techniquement. Ensuite, il se met en œuvre, mais en différentes étapes. Nous avons procédé à ce qu'on appelle des enquêtes pilotes. Nous avons commencé ce qu'on appelle la cartographie, qui permet donc de mieux connaître le territoire, de recenser l'ensemble des équipements sociaux, les écoles, les centres de santé, les points d'eau, etc. Nous allons constituer une base cartographique qui est géoréférencée et nous allons procéder surtout à un découpage du territoire en zones de dénombrement. Ce qu'on appelle le recensement, c'est le dénombrement proprement dit de la population qui va se faire en novembre et en décembre 2019. Donc l'opération continue. Nous communiquons déjà pour éviter justement ce qu'on appelle l'échec et les confusions passées. C'est une opération importante. Le dernier recensement vraiment réussi date de 1998. Donc il est important que la Côte d'Ivoire se donne les moyens. Nous avons le recensement de 2014 qui malheureusement a souffert justement de confusion, pour reprendre les termes du journaliste de Info Direct, et qui malheureusement font que lorsque nous avons voulu corriger les chiffres dont nous disposions, on s'est rendu compte qu'il était difficile de les corriger et qu'il fallait reprendre. Donc la cartographie se passe bien, les équipes sont sur le terrain, elles renseignent progressivement une base géoréférencée et à partir de cette cartographie-là, nous allons procéder au dénombrement en novembre-décembre 2019 et j'espère que l'ensemble des habitants, la population, hommes, femmes, nationaux, non nationaux, quels que soient les secteurs d'activité, chacun se fera recenser pour faire en sorte que nous ayons une base statistique fiable pour pouvoir donc programmer et mettre en œuvre les politiques de développement. Les internautes nous suivent et il y en a un qui nous a demandé justement, puisque vous venez d'en parler, qu'est-ce qui n'a pas marché avec le RGPH 2014 ? Le RGPH 2014 donc, a souffert d'abord des difficultés techniques. Il faut dire que au plan technique, la phase importante dont nous parlons, notamment la question de la cartographie, n'a pas pu se faire de façon correcte.
Elle est essentielle parce que c'est elle qui permet le découpage adéquat pour s'assurer que l'ensemble des personnes à dénombrer le sont. Donc, elle a souffert également donc, de ces différents appels. Également, au moment de la phase du dénombrement, il y a que les enquêteurs n'ont pas pu accéder à toutes les populations par rapport au message sociopolitique qui a été lancé. C'est pour cela que cette année, nous avons commencé la communication tôt. Le dénombrement aura lieu en novembre-décembre. Nous avons rencontré les religieux. Nous avons commencé à rencontrer donc, les leaders politiques et nous allons poursuivre avec les différents groupes socio-économiques pour leur dire l'importance. C'est des opérations qui sont assez lourdes et assez coûteuses. C'est pour ça qu'elles se répètent normalement tous les 10 ans. Indiquer que c'est une opération simplement à caractère économique, que tous les résidents doivent accepter de nous accompagner dans sa réussite. Vous avez dit que le taux de pauvreté est de 46% en 2015, alors que celui de 2011 était de 48%. En termes de chiffres, combien cela représente? Ma deuxième question, c'est relative au PS-Gouv. En un an, le gouvernement veut réussir à changer la vie des Ivoiriens. Alors que depuis 7 ans, le président est là. Est-ce qu'il va réussir à changer la vie des Ivoiriens en un an à ce PS-Gouv? Est-ce que l'objectif de l'émergence sera atteint en 2020 ou pas? Le taux de pauvreté, c'est la proportion des personnes qui résident en dessous d'un seuil de pauvreté. On se fixe un seuil normatif selon des critères. Vous avez donné des chiffres tout à l'heure. Vous avez parlé de 48%. En 2011, on n'était pas à 48%. Je crois qu'un peu avant 2011, probablement en 2008, on était à 49%, presque 50%. En 2011, la mesure de la pauvreté qui a été faite par le PNUD, 51%, mais c'est sur l'agglomération d'Abidjan. Sur le district d'Abidjan, on était à plus de 50% de pauvreté. La mesure, normalement, elle est nationale. C'est pour ça que nous ne l'utilisons pas. Mais dans la zone d'Abidjan, en 2011, on avait un taux de pauvreté de plus de 50%. La mesure qui est nationale a été faite en 2015 et nous étions à 46%. On l'a toujours dit, c'est une pauvreté monétaire. C'est un seuil que nous nous fixons pour accéder donc aux biens de consommation pour le ménage. Mais il y a, dans l'exposé tout à l'heure, cela était clair, il y a aussi ce qu'on appelle le taux d'accès. Vous savez, vous avez beau avoir tout l'argent du monde, si vous êtes dans un village où il n'y a pas d'électricité, vous n'aurez pas le courant, même si vous êtes multimilliardaire. Si vous n'avez pas de centre de santé, vous ne pourrez pas vous soigner dans votre village. Donc, il y a la disponibilité et l'accès aux infrastructures sociales qui concourent aussi à la qualité de la vie des populations et qui n'est pas mesuré à travers ce que nous appelons ce taux de pauvreté. Vous ne pouvez pas dire que nous n'avons pas changé la vie des Ivoiriens. Vous-même, cet été, en venant ici, je sens que vous êtes confortable de bien glisser sur le goudron d'Abidjan alors qu'on sautillait. On avait l'impression que c'était, moi j'allais dire un camembert, notre goudron. La vie des populations a changé. Elle a profondément changé. La Côte d'Ivoire se transforme, c'est une réalité. Beaucoup de gens qui n'étaient pas là depuis 2010, quand ils arrivent, ils se disent « mais est-ce que c'est vraiment à Abidjan qu'on nous a ramenés ?» Je pense qu'on doit avoir un devoir de vérité vis-à-vis des populations. Les conditions de vie ont changé. Elles ont changé tant en zone rurale qu'en zone urbaine. C'est vrai que les attentes sont fortes. Elles sont de plus en plus fortes. Et c'est ces attentes qui s'expriment à travers cette demande sociale qui est croissante. Mais la demande, elle est d'autant plus croissante que le citoyen sent la possibilité que le gouvernement puisse y apporter une réponse. Cette demande, elle est alimentée aussi par les ambitions que le gouvernement a pour la population. Lorsqu'on dit l'éducation pour tous, il faut donner l'école à tous. Lorsqu'on dit la santé pour tous, il faut donner la santé à tous. Mais la santé, elle a bien changé par rapport à ce que nous avions il y a 10 ans.
Mais l'État s'est donné des objectifs et des ambitions qu'il se donne les moyens d'atteindre à travers le PS-Gouv. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce recentrage de l'action du gouvernement à travers donc le programme social du gouvernement. Il y a un bien-être, il y a un accès. Nous voulons l'approfondir parce que l'ambition du président de la République, c'est de faire en sorte que ce bien-être, chacun des citoyens, surtout les plus vulnérables et les plus pauvres, puissent accéder à cette richesse qui est produite. L'horizon de l'émergence. Quand on dit en 2020, on ne dit pas qu'en 2020, on sera émergent. On dit qu'en 2020, nous sommes dans la bonne trajectoire pour être émergent. Je l'ai dit, l'économie se transforme. Certainement qu'elle se transforme. Elle crée du potentiel. Le secteur privé est attiré et il y a une bonne dynamique de transformation puisqu'il y a une industrialisation qui est progressive. Si nous ne sommes pas émergents en 2020, peut-être le serons-nous en 2025 ou 2030. Nous sommes pré-émergents, nous présentons toutes les caractéristiques de l'émergence. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas de définition figée de cette notion, qui est une notion qui surtout montre qu'il y a des stades de développement que les pays ont atteints. Et la Côte d'Ivoire, certainement, a fait un bond entre 2011 et 2019. Donc, nous sommes en bonne marche vers l'émergence. 2020, 2025, 2030, l'horizon n'est plus très loin et je souhaite que tous les Ivoiriens vont accompagner cette dynamique. Quels sont les axes prioritaires de la transformation structurelle de l'économie? Et en deux, en termes de renforcement de la capacité de notre économie à générer des emplois, quels sont les secteurs qui seraient susceptibles de pouvoir absorber le nombre important de jeunes? Les axes prioritaires, je l'ai dit, vous avez sur la scène économique deux acteurs. L'État, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il doit créer les conditions. Nous avons donné de l'impulsion à la croissance avec les grands projets structurants. On les a cités tout à l'heure. À la fois, ils alimentent la croissance, mais parallèlement, ils créent les conditions d'un environnement favorable pour l'activité privée. Mais surtout, la Côte d'Ivoire l'a toujours dit, le secteur privé doit être le moteur de sa croissance. Le gouvernement travaille bien sûr à améliorer chaque année davantage l'environnement des affaires, l'attractivité. Il y a un nouveau code des investissements. La Côte d'Ivoire est un pays agricole qui, on va dire, qui occupe la première place sur beaucoup de spéculations. Et aujourd'hui, les objectifs prioritaires du gouvernement, c'est vraiment de transformer localement le maximum de matières premières pour garder de la valeur ajoutée dans le pays. Donc, le premier axe, c'est la transformation locale de nos matières premières, avec bien sûr en ligne de mire le café cacao et aussi le cajou, qui devient un objectif important, et l'ensemble des matières premières. La Côte d'Ivoire est un pays qui produit, par exemple, beaucoup de caoutchouc, dont le prix international est déprimé. C'est un axe de transformation qui est potentiellement impactant donc sur le développement du pays. Et puis, il y a aussi d'autres secteurs pour accompagner le secteur des BTP. Vous avez toutes ces cimenteries qui se créent, mais pourquoi pas pour fabriquer localement des carreaux, pour fabriquer localement de l'acier. Donc, il y a toute l'industrie manufacturière hors produits agro-industriels qui est également un axe qui fait l'objet de promotion de la part du gouvernement. Ensuite, il y a le secteur des services. Mais ça va peut-être sur votre deuxième question. Il faut accompagner donc toute cette dynamique par l'amélioration de la formation. La formation, la qualité des ressources humaines pour accompagner la transformation structurelle de l'économie. Faire en sorte que les citoyens aient davantage de savoir-faire. Ça permet donc à la fois l'employabilité, mais également un peu plus
de compétitivité pour le secteur privé. Il y a toute une politique nationale d'accompagnement donc de l'auto-emploi, mais également, on va dire, d'accompagnement des jeunes entrepreneurs avec des politiques d'incubateurs, etc. Donc, il y a les auto-employeurs et puis il y a également l'accompagnement donc des PME locales. C'est un vivier important d'emploi. Plus le tissu des PME est dense, plus l'emploi est important. Les PME locales, aujourd'hui, il y a tout un dispositif d'accompagnement. Le ministre des Finances y travaille, le ministre du Commerce et de l'Industrie y travaille. J'ai vu que le ministre des PME y travaille. Donc, il y a tout un accompagnement, des initiatives croisées qui devraient permettre donc à ces PME d'être des gros employeurs sur l'échiquier national. Quel est le regard des partenaires internationaux sur le niveau de corruption de notre pays? Selon vous, est-ce que notre pays est moins corrompu ou pas corrompu? Vous savez, c'est des comportements. Les comportements, c'est ce qu'il y a de plus difficile à changer dans un pays. L'État fait beaucoup d'efforts. Le cadre institutionnel est là pour accompagner la gouvernance. Chacun de nous, sur notre lieu de travail, dans nos comportements au quotidien, c'est nous qui pouvons faire évoluer les statistiques. L'indice Mo Ibrahim nous a dit que nous avons fait un bond. Mais si nous sommes passés de la 151e place à la 103e place, c'est une forte progression. Il faut continuer chacun de travailler pour faire en sorte que les questions de gouvernance soient prises en charge parce que c'est ça qui améliore et qui accélère également l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le RGPA, c'est une opération à caractère économique qui est assez importante. Les chiffres qui seront produits seront utiles à tout le monde, quel que soit le gouvernement qui les utilise. Et surtout, ils seront utiles à Côte d'Ivoire pour permettre de la construire. L'appel que je voudrais lancer, c'est demander l'accompagnement de tous les Ivoiriens, mais également l'accompagnement de toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire pour que le RGPH de 2019 soit un succès. Je voudrais juste terminer en remerciant tous ceux qui ont participé à ce débat. Je pense que la Côte d'Ivoire est résolument en train de se transformer sur le plan économique. La Côte d'Ivoire est en train d'aller résolument vers l'émergence et que la Côte d'Ivoire peut compter sur tous ses fils et toutes ses filles pour créer les conditions pour que cette marche puisse se poursuivre résolument et sans accroc. Je vous remercie.